À toutes et à tous et bienvenue sur la 102.7 FM, également sur le www.togovision.com, au plateau de votre émission Grand Jury, cette émission à travers laquelle nous vous proposons les commentaires, analyses et points de vue des journalistes en studio autour des sujets d'actualité. Parlant d'actualité, nous parlons aujourd'hui de notre cher pays, le Togo, avec l'opposition togolaise et sa santé. Donc la question sera aux invités, quelle santé pour l'opposition togolaise à quelques mois de l'échéance capitale de 2015. Nous allons directement prendre un vol spécial pour atterrir au Burkina Faso, où aujourd'hui l'Assemblée se réunit pour délibérer quant au projet de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement Kampaoré. Nous allons, si le temps le permet, revenir également avec un vol spécial au Bénin pour parler de cette sortie de plus de 5000 personnes hier dans les rues pour exiger la tenue des élections locales, faute de quoi le président est appelé à démissionner. Voilà donc l'ossature qui nous rassemble ce matin. Au micro pour l'animation, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. La technique et la mise en onde remis au nerf. Et nous avons également une charmante dame qui assure le cadrage. Bonjour à elle. Bien de choses rapidement à tous ceux qui nous suivent, où que vous soyez. Retenez tout simplement que nous agissons au nom de l'appel qui nous est lancé dans l'hymne national, la terre de nos aïeux togolais, viens, bâtissons la cité et quelles que soient les difficultés, nous sommes là et nous continuons la lutte. Nous avons autour de ce plateau Pacoum Dossé de l'agence émergence-togo.com. Bonjour Pacoum. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs. Et Espoir Koudjodi, directeur de publication du journal L'Engagement. Bonjour Espoir. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la CANTB. Voilà, nous envoyons également un coucou spécial à tous les directeurs de publication des rangs du Conseil national des patrons de presse qui sont en train de travailler d'arrache-pied à Palimé depuis quelques jours pour résorber quelques problèmes qui minent notre corporation. Ceci, revenons rapidement avec Espoir. Quelle lecture vous faites de la santé actuelle de l'opposition togolaise à quelques mois seulement de l'échéance capitale? Je veux parler de l'élection présidentielle de 2015. Oui, Rodrigue, à cette question, je voudrais dire que sincèrement, plus rien ne va au sein de l'opposition togolaise. Plus rien ne va parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un conclave qui se tient et dans un conclave qu'on nous avait vendu très cher, au bout duquel on disait qu'il y aura la fumée blanche qui allait sortir, qui allait déboucher sur cette dynamique unitaire qui reste une évidence pour la victoire de l'opposition, du moins qui reste une évidence pour espérer une quelconque victoire de l'opposition lors de la présidentielle à vue. Mais aujourd'hui, vous allez voir les dissensions internes, les clivages internes et tout ont encore pris le dessus sur ce qui, sur l'orthodoxie, sur ce qui devait normalement être de mise pour que nous espérions un peu cette opposition, pour que cette opposition attende ratisser large lors de ce scrutin capital qu'on entend dans un trimestre. Dans plus d'un trimestre, mais je voudrais tout simplement dire que c'est les égos surdimensionnés de certains acteurs qui amènent à tout cela. Quand on se déclare candidat naturel de l'opposition, je pense que ça fausse le jeu, parce qu'il faudra de par des critères objectifs, asseoir des bases objectives bien sûr, sur lesquelles il faudra définir un candidat de l'opposition. Mais aujourd'hui, vous allez voir que des alliés, des traditionnels alliés ne sont plus ensemble. C'est le cas de l'ANC qui est en train de perdre progressivement ses compagnons de lutte. Je veux parler de l'ADI qui est sorti du conclave parce que ne pouvant plus supporter le diktat de Jean-Pierre Fabre et ses ouailles. Mais je voudrais dire que l'alternance et le changement qu'on fredonne à corps et à cri sont devenus, excusez-moi, un horizon sans sens fuyant qu'on cherche éperdument à atteindre de par les comportements, des vils comportements de certains acteurs, notamment de l'opposition dite radicale incarnée par une certaine ANC qui plutôt rend les choses encore élastiques. Parce que du moment où on espérait que chacun voudra mettre un peu de l'eau dans son vin, que chacun visera l'intérêt supérieur de la nation, on privilégie encore des intérêts partisans égoïstes, et voilà le jeu se capote du jour le jour, et puis c'est le boulevard qui est encore grandement tracé pour le pouvoir qui, dans ce cafouillage, gagnera les élections en vue.
En tout cas, voilà, parole de Espoir Koudio dit par rapport à sa réponse à cette question, quelle est la santé actuelle donc, de l'opposition togolaise? Par comme la même question vous revient, quelle lecture vous faites de tout ce qui se passe? C'est vrai que certains l'appellent méli-mélo, d'autres l'appellent encore une tentative d'imposition d'une candidature unique, et les commentaires sont diversifiés. Mais quelle lecture vous faites aujourd'hui de cette opposition togolaise à quelques mois de l'échéance capitale de 2015? Oui, il faut dire que aujourd'hui, il y a un cafouillage total au niveau du conclave que l'opposition a entamé. Il y a préciser quand même que l'opposition ne se limite pas qu'au conclave. Oui, enfin, je voudrais parler de ceux qui partent, le CST et la coalition arc-en-ciel. Bon, ils ont débuté un conclave il y a de cela 2 mois et jusqu'à présent, rien ne sort de ce conclave. Hier, c'était le cas qui avait fait défection. Aujourd'hui, c'est l'ADI, et parce que il y a un problème de candidature unique qui se pose. Mais moi, je voudrais lancer une réflexion. Entre la candidature unique et les réformes, quelle option on peut privilégier tout d'abord? Parce que depuis, il y a de cela 24 ans, c'est le pouvoir RPT aujourd'hui uni qui gagne les élections. Et en 2005, il y avait eu candidature unique, mais c'est toujours le candidat du parti au pouvoir qu'on a proclamé comme gagnant, enfin, celui qui est sorti vainqueur de cette élection. Donc je pense que les institutions qui proclamaient les résultats depuis 24 ans, ce sont les mêmes institutions qui sont là. Donc aujourd'hui, vous parlez de candidat unique. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative qu'on ne peut pas quand même, sur laquelle on ne peut pas jeter des anathèmes. Mais au-delà de ça, est-ce que quand vous faites la candidature unique sans les réformes, est-ce que vous êtes sûr qu'au sortir de l'élection, on va proclamer le candidat de l'opposition comme vainqueur? Ce n'est pas évident, puisque les mêmes institutions qui proclamaient les résultats depuis 24 ans, ce sont ces institutions qui sont là. Donc, ce sont des institutions inféodées, les institutions au bord du pouvoir. Donc, quelle que soit la candidature envisagée, je ne pense pas que cela pourrait avantager l'opposition. Toutefois, je précise que il faut mettre une différence entre la candidature unique et la dynamique unitaire, parce que il y a des gens qui cafouillent un peu dans cette terminologie. Quelle est la nuance? La candidature unique, c'est qu'on prenne un seul candidat de l'opposition pour présenter à la présidentielle. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative à encourager. Maintenant, la dynamique unitaire, c'est que l'opposition dans son ensemble présente une vision, et ça dit qu'une lutte commune, une convergence des énergies. Voilà. Donc c'est en quelque sorte la différence entre la candidature unique et la dynamique unitaire. Encore une fois, je voudrais préciser que il faut coûte que coûte les réformes avant d'aller à la présidentielle. Parce que sans les réformes, l'opposition peut bien avoir un candidat unique, il ne pourra pas réussir. Il ne pourra pas réussir. Je crois que ça a été l'avis contraire que prône l'appel des patriotes de notre confrère Fulbert Sassou à Tissot. Vous n'êtes sans savoir, Espoir, que selon les calculs de l'appel des patriotes, une candidature unique devrait suffire, puisqu'il a parlé de somme des voix recueillies par l'opposition après les législatives de 2013 et estime qu'avec une candidature unique, l'opposition devra battre le pouvoir aux urnes en 2015. Alors aujourd'hui, suivant bien le développement de PACOM, est-ce que cette candidature unique peut résoudre réellement le problème? Oui, en partie. Et je pense que Fulbert Tissot, dans son développement, a bien fait allusion à certaines circonstances. C'est qu'il y a des conditions. C'est que lorsque le pouvoir refuse, s'obstine de ne pas exécuter les réformes avant la présidentielle, je pense que la seule alternative, c'est la candidature unique.
Mais lorsque les réformes venaient être exécutées, je pense que le problème même de la candidature unique ne sera plus d'actualité. Parce que c'est au deuxième tour que tout se jouera. Maintenant, avec Fulbert Atisso, je pense que Fulbert Atisso est convaincu de cette diversion-là que le pouvoir mettra en place jusqu'à ce que les réformes ne soient exécutées avant la présidentielle. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Vous allez voir, quand la question pendante de l'heure est liée aux réformes, tout de suite, on sort encore la machine à divertir. Le ministre de la Diversion territoriale qui sort, qui dit, voilà, on a mis un comité en place pour pencher sur... Est-ce que c'était une machine à divertir? Non, attention, puisque l'opposition avait réclamé depuis les élections locales. Depuis, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on entendait depuis? Et c'est à la veille du scrutin présidentiel qu'on sort encore un sujet accrocheur pour pouvoir détourner l'attention de l'opposition sur l'essentiel. Je pense que c'est la machine à divertir, comme je l'appelle toujours, qu'on met encore en marche. Maintenant, moi j'estime que si les choses, le surplace perdu jusqu'à la présidentielle, Fulbert Atisso aura raison. Parce que sans les réformes, c'est vrai qu'il faudra nécessairement le déverrouillage des institutions. Mais est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le pouvoir de Roumet est prêt à exécuter ces réformes? Il faut voir l'avalanche de pression qui est exercée sur ce pouvoir, mais le pouvoir refuse d'obtempérer. Mais est-ce que c'est le pouvoir qui refuse? Oui. Puisqu'il nous souvient qu'au lendemain, si vous permettez, au lendemain du dialogue Togo Télécom 2, le gouvernement a pris l'initiative d'introduire un projet de loi portant réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée qui, en une majorité, a rejeté ces réformes. Et donc, vous avez suivi les leaders donc, des partis parlementaires. Quand vous prenez le leader du parti de la majorité parlementaire UNIR, l'honorable Christophe Tchao, il a été clair. Il a dit qu'ils avaient fait des tractations, sauf que l'opposition avait refusé de bouger d'une iota sur ces positions. Et c'est ce qui a fait que le projet de loi a été rejeté. Et je me souviens bien que Pacôme a, dans ce même studio, parlé de manque de négociation de coulisses qui aurait abouti à cet échec. Là, on ne va pas lier ça à un refus d'un pouvoir quelconque de faire les réformes. Oui, et Rodrigue, tu me parlais tantôt de la comédie qui avait été savamment orchestrée par le pouvoir. Je l'appelle comédie parce que quoi? On vient nous dire que c'est par rapport aux petits détails là liés à la candidature de l'actuel chef d'État lors de la présidentielle prochaine qui a fait capoter tout. Je voudrais bien comprendre. Je pense que l'Assemblée nationale n'est pas une chambre d'enregistrement. C'est un lieu où... Et c'est pour ça que les députés avaient agi en leur âme et conscience. Mais il faut comprendre. C'est que si c'est qu'il y avait eu débat par rapport à ce petit détail dont on nous parle, on comprendrait. Mais maintenant, les députés unis n'ont jamais fait cas, du moins lors de la séance, n'ont jamais fait cas de ce petit détail-là pour qu'il y ait débat. Et maintenant, après, on nous dit que c'est par rapport à ce détail-là que les choses ont capoté. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et c'est un complot savamment ourdi par le camp présidentiel pour que ces réformes-là n'aboutissent pas. Il faut je suis sûr de ce que je dis. Bon, si entre-temps, l'Assemblée nationale avait donné son OK pour ce projet de loi. Mais il savait bien que l'Assemblée nationale, parce qu'il faut un pouvoir qui a une majorité à l'Assemblée nationale et qui envoie un test à l'Assemblée nationale et sa majorité renvoie du revers de la main ce test. Je voudrais te dire que c'est de la comédie. Nulle part ailleurs on ne remarque cela. Parce que la majorité est censée applaudir d'une certaine manière la politique de l'exécutif en place. Parce que l'exécutif est majoritaire à l'Assemblée nationale. Il faudra comprendre cela, que c'est quelque chose qui a été prédéfini. En tout cas, ça a été une expression démocratique. Qu'on cesse de nous amuser ici. Je propose qu'on revienne par rapport au sujet relatif à la santé de l'opposition, puisqu'aujourd'hui, entre-temps, l'opposition togolaise avait posé le problème des élections locales. Par après, on a abordé la question des réformes, et après, on aborde la candidature unique. Et certains observateurs estiment que l'opposition togolaise manque de stratégie. Oui, mais avant de revenir à cette question, je voudrais rappeler quand même à mon ami Espoir que il y avait le pouvoir avait négocié ce truc-là à l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas fait de façon officielle. On se souvient quand même d'une double suspension de plus d'1 heure. Oui, c'est-à-dire que dans les commissions et dans les coulisses, il était question à ce qu'on accepte la candidature
M. Faure Gnassingbé en 2015 pour pouvoir voter cette loi-là. Et en ce moment, moi, je me disais que de toutes les façons, l'opposition n'avait pas quand même bien réfléchi parce que, j'estime que du moment où vous savez que vous n'avez pas la force nécessaire pour pouvoir empêcher le pouvoir, pour pouvoir empêcher le chef de l'État de se présenter en 2015 et que certaines conditions où les réformes sont à l'Assemblée nationale et que la seule condition c'est que vous acceptiez la représentation ou le fait que le chef de l'État se représente en 2015 avant que la loi ne soit votée. Bon, et quelque part, moi j'estime que l'opposition n'avait pas bien huilé la façon dont elle procède par la prise des décisions. Parce que de toutes les façons, un observateur doit savoir que le chef de l'État va se présenter en 2015. Ça c'est une évidence. Parce que les moyens, l'opposition n'a pas de moyens suffisants pour empêcher le pouvoir. Donc, du moment où vous estimez que, où vous avez la certitude que la personne va se représenter en 2015, bon, moi j'estime qu'il faut pousser les réflexions loin. Et on atterrit sur la table de l'Assemblée nationale les réformes. En contrepartie, vous acceptez. Bon, si les réformes, vous estimez que vous avez la popularité vraiment et que les réformes vont s'opérer dans de meilleures conditions, vous allez participer ou les institutions intervenant dans le processus électoral verront la participation de l'opposition. Bon, mais moi, à mon humble avis, il fallait accepter pour que les réformes se fassent, pour que vous participiez à tout le processus et qu'au finish, comme vous avez la popularité, bon, vous êtes sûr que vous allez battre le candidat du pouvoir dans les urnes. Maintenant, on n'a pas les réformes. On veut un candidat unique. En 2005, on a un candidat unique de l'opposition, mais ce n'est pas le candidat unique qui a été proclamé vainqueur à l'issue de l'élection. Aujourd'hui, vous parlez de candidat unique. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais est-ce que à l'issue de la présidentielle, est-ce que c'est le candidat unique qu'on nous présente qui va être proclamé? Bon, c'est ça le débat. C'est ça le débat. Donc, moi, j'estime que l'opposition manque un peu de stratégie. L'opposition manque un peu. Et puis, il y a des calculs partisans. Et par exemple, hier, c'est le cas qui disait qu'il faut coûte que coûte un candidat unique. Aujourd'hui, le même CAR exige les réformes. Exige les réformes, ce qui est une bonne chose. Hier, c'est l'ANC qui disait qu'il faut coûte que coûte les réformes. On n'a pas besoin de candidat unique. Aujourd'hui, c'est l'ANC qui dit qu'il faut un candidat unique. Bon, donc, voilà. Donc, il y a des petits calculs qui se font, qui fait que vraiment, ça complique un peu les choses. Maintenant, quand on revient, Espoir, par rapport à tout ce développement, aujourd'hui, c'est vrai, à un moment donné, on a eu comme l'impression que l'opposition avait enterré la carte des réformes et des élections locales. Parce qu'eux tous parlaient de la présidentielle de 2015. Il a fallu la sortie des églises du Togo avec l'appui de l'Union européenne pour revoir le CAR, tourner rapidement son costume et parler de réforme. Quelle analyse on en fait? Non, je pense que... Est-ce que ce n'est pas ce que les gens appellent tango politique? Non, je pense que la démarche du CAR a été optimale. C'est une démarche optimale parce que moi, j'estime qu'au départ, le CAR réclamait cette dynamique unitaire-là pour que l'opposition estime ratisser lors du scrutin en vue. Mais à côté, c'est le CAR. Il faut reconnaître que c'est le CAR de par la voix de son président d'honneur qui a toujours parlé de ce déverrouillage des institutions. Et ça ne voudrait pas dire qu'en parlant, du choix d'un candidat unique, le CAR avait enterré les réformes. Mais les réformes puisqu'on en a plus parlé. Le CAR
a toujours insisté sur ce déverrouillage des institutions de la République, mais à un institutions moment donné, électorales. par contre, je Mais me demande si nous sommes tous non, bien non. autour. Oui, parce que c'est vrai que le CAR, entre-temps, était campé, sa position était tellement campée sur cette dynamique unitaire devant déboucher sur un choix d'un candidat unique de l'opposition. Mais si aujourd'hui le CAR revient sur la nécessité des réformes, et je ne pense même pas que le CAR avait relégué les réformes au second plan. Attention, je n'ai jamais écouté un responsable du CAR qui a dit, voilà, on n'a pas besoin des réformes pour gagner, mais il faut seulement la candidature unique. Mais c'est que le CAR avait placé au départ la question de la candidature unique au devant, mais si aujourd'hui le CAR ajoute à cette question la nécessité d'opérer coûte que coûte les réformes avant la présidentielle pour un scrutin équitable, accepté par tous, je pense que c'est de bon endroit, c'est à apprécier. Maintenant, lorsque des gens assimilent cela à un targot politique, moi c'est ça que je ne comprends pas. Vous savez, à chaque moment sa priorité. C'est que c'est face à certaines situations que le CAR avait privilégié. Si vous le voulez, c'est vous qui le dites qu'il a privilégié, mais si vous voulez, le CAR avait privilégié cette dynamique unitaire, cette candidature unique. Et tenez-vous bien, si c'est que, même avec les institutions actuelles, si vous voyez un peu les voix que l'opposition dans son ensemble avait obtenues lors du dernier scrutin législatif, ces voix-là dépassent largement les voix que le pouvoir en place avait obtenues. Ça voudrait dire que si le CAR tenait à cette dynamique en ce moment, ça voudrait dire que c'est une politique qui allait normalement payer, mais l'intransigeance de certaines positions a capoté un peu les choses et ça n'avait pas avantagé l'opposition. Donc il faudra comprendre aujourd'hui la nécessité, justement, il faudra saluer aujourd'hui la position du CAR qui trouve la nécessité d'opérer les réformes pour qu'il y ait déverrouillage de ces institutions électorales, pour qu'on ait tous les partis se valent. On ait des élections crédibles au Togo. Puisque je vois des gens chanter à corps et à cri que voilà, il y a eu des avancées, que les élections sont saluées non, partout. pas plus qu'hier, vous avez suivi le Togo par rapport aux réformes à voilà. gagner au moins 10 places. Mais comment je voudrais bien comprendre. Mais si on nous dit dans les réformes dans son ensemble, vous allez voir, il y a l'OTR et tout. Il y a eu des réformes sur le plan économique, sur d'autres plans, dans d'autres secteurs. Mais sur le plan politique, cette crise-là, cette sempiternelle crise que le pays traverse depuis un certain moment, n'a pas encore connu son dénouement total. Ces questions liées aux réformes-là constituent un boulet que nous traînons depuis tant. Il faut les régler absolument. Et pour les régler, il faudra justement qu'on mette ces questions-là dans une certaine nécessité pour que tous les acteurs partent sur le même pied d'égalité, pour que nous ayons des élections crédibles. Parce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'au Togo, les élections n'ont aucun sens sans les réformes. Voilà, par contre, je reviens avec vous. Tout à l'heure, je posais la question à Espoir. Il a semblé dribbler un tout petit peu. Vous n'êtes sans savoir que le CAR avait parlé, l'opposition dans son ensemble avait parlé dans un premier temps, insisté sur les élections locales qui n'ont pas eu lieu. On s'est rabattu sur les réformes et après, on parle d'élections, on parle de candidature unique. Il a fallu la sortie des églises pour voir le CAR revenir, brandir donc, ou s'interposer par rapport à la candidature unique qui, dans un passé récent, lui a permis de positionner déjà un candidat. Vous comprenez? Et que subitement, on parle, on insiste sur les réformes, on capote, on ferme la porte à la coalition, on ferme la porte au conclave. Mais est-ce que, je reviens, ce n'est pas ce que les gens appellent tango politique? Oui, il y a forcément ce qu'on appelle tango politique. Il y a des calculs politiciens. Ça, on ne peut pas le nier. Puisque même aux États-Unis, en France, dans les pays, dans les vieilles démocraties, il y a toujours de ces calculs politiques. Ça, je ne pense pas qu'on puisse rejeter catégoriquement cette piste. Mais ce qu'il y a, c'est que ils font tellement de calculs que finalement, c'est l'intérêt personnel qui prime sur l'intérêt général. Si je prends le cas de l'opposition dans son ensemble, et le cas parlait de candidat unique, après, c'est les réformes politiques. Hier, c'est l'ANC qui brandissait les réformes politiques comme condition sine qua non. Aujourd'hui, c'est la candidature unique. Et vous savez, chacun a son intérêt. C'est-à-dire que le candidat unique qui va sortir de ce conclave sait pertinemment que
avec, aller à l'élection sans les réformes, il ne pourra pas gagner. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le candidat unique va sillonner les pays frères, les pays amis. Le candidat unique va sillonner tout l'Occident pour bénéficier de l'aide de la diaspora. Le candidat unique va essayer de faire en sorte que, puisque quand on parle de candidat unique, ça voudrait dire que là où les partis politiques cherchent des fonds pour aller aux élections, tous ces fonds doivent tomber dans le panier du candidat unique. Donc, le candidat unique sait pertinemment que aller à l'élection présidentielle sans les réformes, il ne pourra pas gagner. Mais en contrepartie, il y aura des sous. Maintenez le cap, restez dans l'analyse. Nous allons observer une courte pause et revenir juste après. Ici en studio, toujours au plateau de votre émission Grand Jury, Rodrigue Aego au micro pour l'animation avec ses deux invités, Espoir Koudiodi du journal L'Engagement et Pacom Dossé de l'agence émergence togo.com. Pacom, vous étiez en train de développer votre argumentaire par rapport à ce qu'on peut appeler la guerre des intérêts. Oui, imaginez, vous allez, quand il y a les élections, imaginez le cas débarque en Occident, l'ANC débarque en Occident, l'ADI débarque en Occident et tout le monde prend un peu au niveau de la diaspora. Mais c'est quoi, il y a eu une banque là-bas? Non, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir je suis content du fait que mon ami Paco, il faut le laisser aller. Il est en train de rejoindre un peu ma position. Ma position, c'était quoi? C'est ce qu'on m'a dit. Ne dit-on pas chez nous que c'est l'union qui fait la force? Le cas, attention. Je voudrais lui dire, je voudrais lui faire un rappel. Un rappel par rapport à quoi? Lorsqu'il dit qu'au départ, le cas réclamait un peu cette dynamique unitaire. La dynamique unitaire, c'est un tout. Et la partie, c'est le choix de candidat unique. Ça suppose, la dynamique unitaire suppose beaucoup de choses. Les conditions qu'on devait créer pour gagner l'élection, comment faire marche ensemble. Dans une cohésion, une certaine cohésion. Et si le cas tenait, moi je ne suis pas contre le cas. Je pense que c'est apprécié maintenant. Si le cas reste là et après, parce que lorsqu'on sera dans la dynamique militaire, on sera beaucoup plus soudés pour défendre les valeurs. Voilà, on vous a assez compris. Maintenant, par contre, on laisse pas comme aller au bout de sa logique. Oui, là, il faudra comprendre que c'est lorsque l'opposition sera soudée dans une dynamique militaire qu'elle aura bien défendre des réformes. Voilà, on vous a assez compris. Espoir, maintenant, par contre, allez-y. Apparemment, Espoir est contre ma façon de mais ça ne vous empêche pas de développer votre argument parce que là, ça intéresse. Mais curieusement, on se rejoint quelque part. Sauf qu'il y a au moins... Moi, je pense que peut-être que c'est la façon de s'exprimer qui change. Parce que personne, je dis personne, ne peut aller contre la dynamique unitaire pour aller réclamer les réformes. Personne. C'est-à-dire, qui peut dire que l'opposition, en allant en rang dispersé pour réclamer les réformes, peut réussir? Non, personne. Moi, je ne vois pas le point sur lequel il y a des divergences. Donc, on peut lire, peut-être, si vous permettez, on peut peut-être lire ce qu'on peut appeler manque d'hiérarchisation des priorités. Oui et non. Oui, parce que depuis un certain temps, l'opposition dans son ensemble cafouille un peu. Ils vont en rang dispersé. Il y a tel parti qui réclame telle chose, il y a l'autre parti qui réclame autre chose. Oui. Mais non, parce que c'est des intérêts communs qui prennent. Moi, je dis intérêt personnel. Je disais tout à l'heure qu'avec ce candidature unique, il peut avoir beaucoup de fonds. Il peut avoir beaucoup de fonds parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant les élections, chaque parti politique essaie d'approcher ses partenaires pour pouvoir avoir les fonds. Aujourd'hui, quand on parle de candidature unique, si c'est au niveau du cas qu'on prend ce candidat unique-là, l'ANC ne peut plus se prétendre aller vers les partenaires pour peut-être il va le faire ou elle va le faire dans le compte du candidat unique. C'est là où il y a des calculs politiques. Je dis aujourd'hui, avec un candidat unique sans les réformes, eh bien, UNI va gagner les élections. Mais ce candidat unique-là, c'est que, en
sachant qu'il ne va pas gagner, en contrepartie, il a quand même les fonds qu'il a collectés un peu partout. C'est en cela que je dis qu'il y a forcément des calculs qui se font. Aujourd'hui, l'ANC tient à la candidature unique. On ne privilégie plus les réformes. Pourquoi? Parce que, justement, si Fabre est présenté comme candidat unique, à supposer, moi je lance encore une réflexion, une élection fort Fabre. Fort Fabre seulement. Ça y est, il n'y a plus d'autres candidats. Fort Une Gnassingbé, élection Jean-Pierre Fabre. Fort Gnassingbé, Jean-Pierre Fabre, avec les institutions en place. Vous croyez que au sortir de l'élection de la présidentielle, on va proclamer Jean-Pierre Fabre comme président de la République On ne vend togolaise? pas la peau du loup sans l'avoir vu. Il faut attendre de C'est voir. ce que je dis. On a assez C'est ce que je compris. dis. On ne va pas aussi perdre tout le temps, consacrer tout le temps à l'opposition togolaise. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, puisque les passeports sont prêts, les billets également, les visas sont prêts, on prend le vol directement pour le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où les 127 députés vont dans quelques instants, ou sont déjà même en train de se prononcer sur le projet de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement Compaoré. Aujourd'hui, l'opposition au Burkina est contre la révision de la Constitution, c'est-à-dire le déverrouillage de l'article 37, qui va permettre à Blaise Compaoré de se repositionner comme candidat à sa propre succession après 27 années passées au pouvoir. Hier, le sujet a été débattu en studio, mais aujourd'hui, on revient un tout petit peu pour en parler sur le plan moral, espoir. Aujourd'hui, quel commentaire on en fait? Oui, je pense que c'est devenu la mode dans un nombre de pays africains où, après l'exercice de 2 mandats, les chefs d'État sortants s'activent et font tout pour pouvoir tripatuer la Constitution dans ses articles fondamentaux pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Les cas sont légion. Il y a la RD Congo avec Kabila. Joseph Kabila. Il y a au Bénin où on sent la chose venir également. Il y a on va en parler tout à l'heure. Il y a le Burkina dont tu viens de parler tout à l'heure. Donc moi je pense que les Africains sont les artisans du retard de l'Afrique. Nous-mêmes Africains, nous sommes les artisans de ce retard-là qui mine notre continent. Ailleurs, un président dispose tout au plus de 2 mandats et il débarrasse le plancher, il laisse la chance à d'autres citoyens de venir gouverner le pays, d'apporter leur expertise pour le développement du pays. Vous allez aux États-Unis, par exemple, il n'est écrit nulle part dans la Constitution que le mandat est limité. Mais il y a cette morale-là, des principes il y a fondamentaux. Des principes fondamentaux de la démocratie qui font que aucun chef d'État, sauf Roosevelt, qui a eu à démarrer la crise économique de 1929, a fait 3 mandats. Il a fait 3 mandats. Aucun chef d'État n'a fait plus de 2 mandats aux États-Unis. Maintenant, est-ce que nous voulons faire de la démocratie ou pas? Est-ce que nous voulons faire de la démocratie à l'africaine? Mais je voudrais bien comprendre quand le Barack Obama sommet un peu ces chefs d'État-là, c'est sa patte-là. Oui, c'est vrai, il avait dit, mais pas de mots durs, il avait dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Oui, lors du récent sommet États-Unis-Afrique, il y a le secrétaire d'État américain qui a bien insisté sur la question. On avait sommé certains chefs d'État de ne plus se représenter aux élections. Et vous voyez le Blaise Compaoré qui sur RFI répond en disant que voilà, que chaque pays avec sa tradition, que chaque pays avec son contexte et tout, qu'il n'est pas question de transporter ce qui se fait ailleurs en Afrique et l'imposer aux Africains. Je voudrais bien comprendre. Ce monsieur conduit tout droit le pays dans une certaine poudrière. Vous savez qu'il y a des échauffourées dans le pays. L'opposition ne veut pas se laisser faire. Et voilà, c'est des blessés graves des citoyens qui auront à périr dans cette histoire. Et selon des statistiques de certaines ONG, c'est les questions électorales qui tuent beaucoup plus en Afrique. Les nombreuses crises qu'on constate en Afrique sont liées à ces questions de fauteuil présidentiel. Et moi, je pense que quelqu'un lançait cette réflexion la fois dernière, que le facilitateur
de la crise togolaise qui est en train de se comporter ainsi, que dirons-nous à M. Faure Gnassingbé ici? Tout simplement, le monsieur lui a donné de très belles leçons de se maintenir au pouvoir. Parce que... Il y a une différence à préciser. Au Burkina, on est en train de vouloir sauter le verrou que constitue l'article 37. Si vous permettez, alors qu'au Togo, on est en train de faire les tractations pour verrouiller une constitution qui a été déverrouillée. Là, la précision me plaît. Si ici, hein, il y a de ces questions-là qui sont source de discorde au sein de l'opinion, au sein de la classe politique, qu'on transforme tout le temps vers Blaise Compaoré, hein, pour qu'il tranche un peu les positions, pour que ça avance. Justement, nous voulons que ça avance pour qu'on en arrive à ce verrou, pour qu'il n'y ait pas cette présidence à vie au Togo. Maintenant, c'est le monsieur donneur de leçons même qui veut lui maintenant sauter le verrou qui est chez lui. Attention, mais ce monsieur, il me surprend. Maintenant, je pense que ça doit cesser. Moi, à mon humble avis, il faut, comme Barack Obama l'a dit, il faut des institutions fortes en Afrique. L'Afrique a besoin de développement. Et consacrer la présidence aux mains d'un clan pendant longtemps, ça ne fait que des riches d'une minorité, d'une classe, d'une certaine minorité, et voilà la majorité croupie dans une certaine misère ambiante, et ça ne fait pas avancer l'Afrique. Ce monsieur a montré, et il n'est plus digne de se prévaloir de ce facilitateur-là qui sillonne les pays en crise, qui veut donner des leçons aux gens. Le monsieur a échoué tout simplement parce que, de par ses intérêts égoïstes surdimensionnés, il veut mettre son pays dans une poudrière qui va péter à tout moment. En tout cas, je crois Espoir a fait son développement par rapport à cette question liée au Burkina Faso. C'est vrai que dans ce pays des hommes intègres, depuis quelques jours, on parle de manifestations dans les rues, on parle de désobéissance civile, on parle également de marche des femmes, ainsi de suite. L'opposition qui se mobilise soit pour contourner le référendum, ou soit pour empêcher l'Assemblée de délibérer sur ce projet de révision constitutionnelle. Mais aujourd'hui, par contre, tel qu'on le dit si bien, l'initiative n'est pas anticonstitutionnelle, d'autant plus que dans toute constitution, il est dit ou écrit que le président a l'initiative de référendum. Et je crois aujourd'hui que le soin est laissé aux élus du peuple, que sont les députés et également le peuple, si le référendum doit y en avoir. Oui, vous avez fait une précision qui m'intéresse. Et je voudrais vous donner l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait la prison pendant 27 ans. Et il est libéré, il est élu président de la République, il a fait un mandat, il a quitté. Les gens le suppliaient de faire un second mandat, il a refusé. Vous savez, et c'est une question de vision. Nous voulons de grands hommes en Afrique. Nous voulons des gens qui ont la vision. C'est vrai que par rapport à Mandela, on a vu tout ce que ça a été lors de ses obsèques. Le tout premier président du monde entier, si on peut le dire ainsi, oui. Barack Obama, oui. a observé quand même quelques minutes dans la cellule où le président, la légende africaine a séjourné pendant 27 ans. Également, il a eu à interpeller les chefs d'État africains à ces obsèques de Mandela. Il a dit une chose qui peut ressembler à cet homme. Et c'est-à-dire que depuis l'histoire des nations, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de chef d'État qui, après son décès, a pu traîner toute une population de chefs d'État? Selon les observateurs et les historiens, il n'y en a jamais eu, c'était l'unique. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on appelle quelqu'un qui a la vision pour son pays. Écoutez, si vous avez, je ne parle pas des gens qui ont la vision court-termiste. Non, je ne dis pas ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir à long terme. Une véritable vision pour son pays. Si on a une véritable vision, on ne peut pas s'accrocher au pouvoir. Parce que, justement, la fonction de président de la République, c'est une charge extrêmement lourde. Une charge qui... Il y a certains qui pensent que, bon, ok, moi aussi je veux venir un peu à la mangeoire et après, donc, j'essaie de me sucrer un peu et par après, je peux partir parce que c'est un fauteuil dans lequel, donc, là-bas, il y a tous les
les avantages, les privilèges et tout ça là. Donc on ne conçoit pas véritablement la fonction ou les charges de chef d'État en Afrique. Revenons au Burkina Faso. Qu'est-ce qui doit revenir à faire aujourd'hui aux parlementaires, les 127 députés? Quel conseil vous leur donnez aujourd'hui? Non, mais écoutez, quel que soit ce que nous allons dire ici au studio, je pense que tout d'abord... Parce que ce matin, j'ai suivi, si vous permettez, ce matin, j'ai suivi Maman dans sa rubrique humoristique sur RFI. Il a dit une chose, il dit l'Assemblée nationale vote la loi que le président fondateur veut. S'il vote contre l'orientation de sa mouvance, bye bye, pas d'investiture aux prochaines législatives, bye bye aux avantages, indemnités, missions, etc. Est-ce que c'est ça qui empêche vraiment les Oui, il faut préciser ça aussi. Bon, dans presque tous les pays africains, il n'y a pas véritablement un statut en bonne et due forme d'ancien président de la République. Ça joue aussi un rôle dedans? Oui, bien sûr, puisque la plupart du temps, ils sont venus par un coup d'État et par après, eux aussi, ils ont peur de quitter parce que la justice est là pour les traquer et ils se sucrent un peu partout. Ils n'ont pas de garantie qu'après leur départ, leurs avoirs seront garantis et les privilèges dont ils jouissaient seront garantis et ils partent comme ça. Tout ça là, ça les effraie. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que et les dirigeants et les oppositions en Afrique se réunissent pour définir, enfin, chaque pays à son niveau, pour définir les orientations, sinon un statut en bonne et due forme d'ancien président de la République. Vous allez au Ghana, vous allez voir que le président John Kufuor, le président Thierry John Ronley sont actuellement dans le système des Nations Unies. On les sollicite pour des missions des et tout séminaires, ça là. des conférences. Voilà, tout ça là, ce sont aussi des privilèges. Nous, on pense que le poste de président de la République est l'apogée, est l'optimum. Non, c'est faux. C'est-à-dire qu'à part le poste de président la dernière fois, je crois que tous les Africains avaient été fiers lorsque John Kufuor était sur les tribunes de l'Assemblée des Nations Unies parlant du réchauffement climatique. Voilà, il y a d'autres places qui donnent toujours des privilèges. Nous, ici en Afrique, on pense que, bon, à part la charge de président de la République, donc peut-être on est tombé, lorsqu'on était au poste de président de la République, on est à l'apogée et après on est... Non, il y a d'autres privilèges, il y a le système des Nations Unies, vous allez voir le président Abdou Diouf qui est actuellement à la francophonie. C'est aussi des privilèges. Je pense que on doit définir véritablement le statut d'ancien chef d'État pour ne pas les effrayer. Ça aussi, parce qu'aujourd'hui, si on dit à M. Blaise Compaoré de quitter le pouvoir alors qu'on ne lui a pas donné des garanties suffisantes pour qu'après son départ, il puisse toujours jouir puisque vous n'êtes pas sans savoir que les avoirs qu'il a accumulés, tout ce qu'il a eu comme bien, n'est pas véritable, n'est pas forcément des acquis et des choses qu'il a acquises dans de très bonnes conditions. Donc, il faudrait qu'on lui donne des garanties sur tout ça. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Je crois que c'est ce que certains artistes ont chanté aujourd'hui. Si tant est que cette question de statut d'un ancien président se pose, Espoir, qu'est-ce que vous pensez que l'opposition doit faire par rapport à ça? Ici, en Afrique, nous parlons de l'Afrique. Mais je voudrais bien revenir sur certains aspects de ce qui se passe actuellement au Burkina. Il y a beaucoup d'argent, je dis, qui serait en train d'être circulé en ce moment. Que vous voyez que ces députés-là auront à s'incliner. Je vous dis, c'est que l'Africain n'a pas cette mentalité-là de dire non à l'argent. C'est que vous allez voir, même puisque le monsieur ne dispose même pas d'ailleurs de majorité qualifiée pour pouvoir faire passer ce test. Mais vous verrez qu'il y aura beaucoup d'argent. Le magot va passer et puis, paf, ces députés-là qui normalement investissent de ce pouvoir de dire non
Mais ils pourront dire non, parce qu'on l'a vu quand même au Bénin, à côté ici, où un budget annuel introduit par le gouvernement a été rejeté par l'Assemblée. Le monsieur serait en train de proposer de mirobolantes sommes à ces députés-là, quitte à eux d'accepter que cette loi de référendum passe et soit votée à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui est dommage. Vous verrez qu'au finish, ces députés-là vont s'incliner devant l'argent, parce qu'ils n'ont pas cette vision-là, comme l'a dit Pacom, pour leur pays. Ils n'ont pas, ils ne veulent pas qu'ils privilégient leur intérêt propre par rapport à l'intérêt supérieur de la nation, et c'est dommage pour l'Afrique. Maintenant, par rapport au statut de chef d'État, je pense que c'est les actuels chefs d'État qui doivent stimuler cela, parce qu'aujourd'hui, chef d'État, demain ancien chef d'État, c'est eux surtout, il revient à l'opposition d'accompagner un peu le processus, puisque l'opposition aussi un jour accédera au pouvoir, mais il revient surtout à ces chefs d'État-là, s'ils sont convaincus qu'ils quitteront un jour le pouvoir, c'est à eux de créer les conditions, c'est à eux d'impulser la démarche qui devra aboutir, n'est-ce pas, au vote en bonne et due. Ailleurs, il y en a, dans certains pays africains, il y a le statut d'ancien chef d'État, mais c'est dans certains pays en carence démocratique surtout qu'on ne retrouve pas ce statut-là. Donc je pense que pour le cas particulier du Togo, il faudra justement en arriver à cela, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la gouvernance en Afrique n'est pas aussi saine. Ces présidents ont peur d'être poursuivis après qu'ils aient quitté le pouvoir, d'être poursuivis par la justice, parce qu'il y a beaucoup de dossiers noirs qui les suivent. Et voilà, ces messieurs ne veulent pas quitter pour avoir d'être démêlés avec la justice. Et donc je pense que si nous voulons faire les choses de manière convenable, si nous assentons faire de la démocratie, comme cela se passe de façon universelle, il faudra instaurer dans nos idées cette acceptation de quitter un jour le pouvoir. Et je pense que c'est ce qui fait mal aussi au Togo. Vous voyez les actes que les tenants du pouvoir posent ne montrent pas qu'ils sont prêts à quitter le pouvoir. C'est moi mon analyse personnelle. Je pense que l'actuel président n'a pas encore fini de savourer les délices du pouvoir. Non, parce que vous n'allez pas quand même parce peindre que les efforts en noir. Puisque moi je pense que moi à sa place, je pense que je souhaiterais sortir par la grande porte. Par la grande porte. Et quitte au peuple d'en décider très prochainement de me réélire en tant que président du Togo. En tout cas, ce n'est pas exclu. Donc, parce que le parti au pouvoir n'a pas encore investi un candidat. Et rapidement, puisqu'il nous reste seulement quelques petites minutes, nous allons pas comme venir au Bénin pour parler encore, pas cette fois-ci de la Constitution, mais de cette manifestation de plus de 5000 âmes béninoises qui étaient dans les rues pour réclamer la tenue des élections locales qui durent maintenant depuis plus d'un an, qui ont accusé d'un retard, on va dire, d'un an. Cela dénote à suffisance que le Bénin est largement en avance sur le Togo. Parce que au Togo, je ne voudrais pas qu'on fasse une comparaison, je veux qu'on parle du Bénin. Non, mais nous sommes au Togo, laisse-moi faire cette comparaison, nous sommes au Togo. C'est-à-dire qu'au Bénin, alors qu'eux, ils se battent pour les locales, pas pour la première fois, parce que le Bénin a quand même... On va dire qu'ils se battent pour le respect d'un calendrier préétabli. Un calendrier préétabli, alors qu'ils se battent pour un calendrier préétabli. Et quelles élections? Les locales. Nous ici, vraiment, on ne sait pas... Nous avons mis en place, ou nous venons de mettre en place un comité qui va plancher et proposer des canevas qui vont nous permettre d'aboutir à la décentralisation et aux élections locales. Vous voyez là que le Bénin en avance sur nous. Et je pense mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est vrai quand même. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager. Enfin, il faut encourager les forces vives béninoises à ce qu'elles essaient de pousser le combat plus loin pour obtenir véritablement ces élections locales. Parce que sans les locales, aujourd'hui, nous reconnaissons, même les Togolais reconnaissent que sans les locales, eh bien, la démocratie à la base n'est pas encouragée. Et quand les élections à la base ne sont pas encouragées, eh bien, c'est tout un cafouillage total. Donc, j'en appelle au sens des responsabilités du chef de l'État béninois à faire en sorte que le calendrier soit respecté. Ce ne sont pas les bailleurs de fonds qui manquent. À chaque joute électorale, il y a des bailleurs de fonds qui
se propose de financer les élections. Donc très rapidement, il faut respecter ce calendrier-là et je ne pense pas que le président Yahya Boni est en deçà de cette façon de ne pas organiser des élections. C'est un grand homme, je pense que il va le faire. Il va réfléchir pour le faire. Pour le faire. Nous revenons au Togo, puisqu'il nous reste 5 bonnes minutes. 3 minutes au plus avec la technique, voilà, tel qu'on nous fait signe. Nous allons parler d'un candidat en difficulté ou d'un probable candidat en difficulté. Il s'agit du franco-togolais Kofi Yamyam, qui est en garde à vue depuis hier dans une histoire de trafic de conscience par rapport au cadre de séjour, espoir, toujours en termes de moralité. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que le monsieur dit que c'est un complot savamment orchestré à l'encontre de sa personnalité. Par qui? Pouvoir... Non, c'est selon des informations, selon ce qu'il a dit, de par certaines interviews que moi j'ai lues. Le monsieur dit que c'est un complot qu'on a savamment orchestré à l'encontre de sa personnalité pour l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. Mais quitte à la justice française de nous situer par rapport à cette affaire-là, parce qu'on a confiance que la justice française, c'est une justice qui a fait ses preuves, c'est une justice qui fait confiance. Donc on attend de voir, il est en garde à vue, on attend de voir l'aboutissement de cette affaire-là pour voir réellement s'il est impliqué ou pas. Maintenant, par rapport au Bénin, je pense que ce sont les prétentions qu'on assimile à Yahya Boni, tout ça là. Ce n'est qu'un début d'une effervescence, parce qu'on sent le monsieur, on sent l'idée que le monsieur voudrait bien aussi s'aventurer dans le tripatouillage de la condition béninoise. Et les Béninois, avec les 5000 qui sont sortis, c'est une démonstration de force pour lui on attend de voir ce que ça va donner. Pour lui dire que ça ne sera pas facile s'il tente de toucher à la condition béninoise. Voilà, on va un dernier mot en 2 secondes, Paco. Non, moi je voudrais lancer un appel au peuple africain de s'éveiller parce que nous sommes au 21e siècle. Et il faut faire en sorte que l'Afrique émerge, mais avec la vision des chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir, je ne pense pas qu'on puisse arriver à cette éclosion de l'Afrique. Et donc, ils ont compris, tout le monde est à l'écoute. Je vous rappelle que c'est l'émission Grand Jury, ce numéro qui prend fin ainsi. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Bien de choses à nos invités et bon retour chez vous. Au revoir.